trouver des moyens pour dépister les troubles de la lecture. Un enfant qui a une dyslexie, il peut faire confiance à l'enseignant, mais pour lui, ça ne fonctionnera pas. Ces étudiants, malgré les troubles, mettent en place des stratégies pour apprendre. Ils sont là, mais on ne les voit pas toujours. Les troubles du neurodéveloppement, les TND, font partie de ces réalités invisibles. Ils touchent l'apprentissage, le quotidien, l'enseignement, bref, toute la vie à l'université. Pour mieux comprendre ces troubles, l'université Claude Bernard Lyon 1 donne la parole aux personnes étudiantes, enseignantes et expertes, ceux qui sont au cœur du sujet. Vous écoutez Podcast 10, la série qui éclaire les troubles 10 et l'ensemble des TND à l'université. Dans cet épisode, nous rencontrons Agnès Vitko, enseignante-chercheuse à Lyon 1, à l'ISCR, Institut des sciences et techniques de réadaptation, et dans le laboratoire Dynamique du langage. Agnès est également orthophoniste en milieu médico-social. Elle nous partage ses travaux sur la dyslexie, les avancées en détection précoce et leurs applications concrètes pour les étudiants. Les recherches en cours dans les troubles 10, je vais me référer à la stratégie nationale parce que c'est vraiment un travail qui s'est basé sur une large concertation nationale. Et en fait, dans cette stratégie nationale, il y a trois grands axes. Bon, l'idée, c'était vraiment de bien comprendre l'environnement de ces troubles, l'environnement à la fois biologique et génétique. Deuxièmement, d'agir en prévention, c'est-à-dire que l'aspect précoce est vraiment important. Effectivement, quand on est à l'université et qu'on accueille des étudiants qui ont des troubles du neurodéveloppement, là, on est dans des situations compliquées. Et c'est vrai que toujours avoir cette question du dépistage et de la précocité, de qu'est-ce qui peut se passer tout jeune dans les apprentissages, c'est vraiment quelque chose de très important. Et le troisième axe de cette stratégie, c'est l'amélioration de l'accompagnement. Quand on regarde cette stratégie nationale, ce qui progresse, c'est que là, on est en train d'avoir des axes de recherche pour chaque trouble, même s'ils sont réunis dans cette grande stratégie. Et par exemple, on voit que l'inclusion scolaire, c'est vraiment un thème qui réunit tous les troubles du neurodéveloppement, en fait. Et là, après, on va rentrer dans la spécificité. On va aussi être beaucoup sur l'aide aux familles. Parce que le soutien parental dans toutes les études est fondamental et est premier pour arriver à trouver des solutions adaptées à l'enfant dans son environnement familial d'abord. Je travaille sur un projet de recherche depuis 2018 avec une équipe du Centre de recherche de neurosciences de Lyon, alors Laure Pisella, Audrey Vialat et Eric Chabana. Et nous travaillons sur un projet pluridisciplinaire qui a plusieurs objectifs. Alors, ça concerne la population d'enfants âgés de 3 à 11 ans. Ils sont scolarisés en maternelle ou en école primaire. Et avec cette recherche, nous avons 4 objectifs. Donc, le premier, c'est de trouver des moyens pour dépister les troubles de la lecture avec une hypothèse que des difficultés visuo-attentionnelles seraient prédictives de troubles de la lecture. Donc ça, c'est une première hypothèse. La deuxième hypothèse, c'est que si on se rend compte qu'on peut dépister des troubles visuo-attentionnels chez des enfants assez jeunes, l'idée, c'est de créer des outils ludiques pour entraîner les capacités visuo-attentionnelles. Le troisième objectif, c'est que nous avons comparé les performances visuo-attentionnelles avec une épreuve toute simple que je vais détailler après. Donc, on va comparer les compétences visuo-attentionnelles avec les performances en lecture. Et puis, la dernière hypothèse que nous avons dans cette recherche, c'est que quand nous trouvons des enfants qui ont des difficultés visuo-attentionnelles et puis des problèmes de lecture, eh bien, on essaie de proposer un bilan tridisciplinaire avec
de l'orthophonie, de l'orthopsie et de la neuropsychologie pour comprendre les profils de ces enfants qui ont des troubles de la lecture. Parce qu'en fait, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il y a un grand nombre de profils de dyslexie et il n'y a pas de théorie unitaire de la dyslexie. Donc, cette recherche va permettre d'aller fouiller dans les profils cognitifs pour trouver des types de dyslexie. Pour tenter de mieux comprendre ces capacités visuelles, on a créé une petite épreuve toute simple qu'on peut passer dès la maternelle, qui se passe sur une tablette, où il s'agit de trouver juste un cercle noir parmi des cercles de couleurs. C'est une épreuve qui se passe par pointage. Ou bien, une deuxième petite activité, il doit trouver un cercle noir parmi des cercles qui sont combinés à une petite barre. Et ces cercles, si vous voulez, ça va ressembler par exemple à un P ou à un Q ou à un B ou à un D. Donc c'est ce qu'on va appeler des symboles. Donc cette épreuve sur tablette, c'est ce qu'on appelle l'épreuve visio-attentionnelle qu'on a donc passée de la maternelle jusqu'au CM2. En fait, on l'a passée dans le primaire. Et les résultats qu'on a pour le moment, ils sont intéressants parce qu'en fait, on a une cohorte de 2015 enfants. Et on a fait passer, quand ils sont en âge de lire, c'est-à-dire à partir du CP jusqu'au CM2, on a fait passer une épreuve de lecture pour justement mettre en rapport les capacités visio-attentionnelles et ce que ça donne dans les résultats en lecture. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment un test de dépistage parce qu'on peut l'utiliser dès la maternelle. C'est quelque chose qui se passe en, on va dire, 3 minutes. Et ça veut dire qu'on a un média maintenant à utiliser. Ensuite, on a fait des mesures, c'est-à-dire qu'on a calculé un indice de recherche visuelle. On a comparé le temps que mettaient les enfants quand ils cherchaient le cercle noir au milieu des cercles de couleurs avec le temps qu'ils mettaient pour chercher le cercle au milieu de cercles qui avaient une barre. On a comparé ces deux conditions. Et on a vu qu'il y avait un écart temporel et que cet écart temporel diminue avec l'âge. Ça veut dire qu'au fur et à mesure que l'enfant grandit, il va traiter plus vite la différence visuelle entre des formes simples, c'est-à-dire un cercle, et des formes plus complexes, c'est-à-dire un cercle avec une barre. Donc, si on peut observer ça, on pourra peut-être repérer des enfants qui seront à risque de ne pas justement voir la différence entre un cercle simple et un cercle qui aura une petite barre. Et après, on sait très bien que ce cercle avec cette barre peut tout à fait ressembler à des lettres. Donc cette première étude est intéressante parce qu'elle nous a permis de trouver un moyen d'aller du côté du dépistage visio-attentionnel. Et on a mené une seconde étude. Alors cette seconde étude, elle est encore en cours et elle est menée auprès de 769 enfants, cette fois de CM1 et de CM2. On a comparé la possibilité d'avoir une bonne recherche visuelle avec la tablette. Donc, ce sont des enfants qui ont passé la tablette et ce sont des enfants qui ont passé un test de lecture. Ils ont lu un texte en maximum 3 minutes, un texte qui n'avait pas de sens, qui s'appelle l'Alouette. Et en fait, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a une corrélation entre la vitesse de lecture et la précision de lecture et justement l'indice de recherche visuelle qu'on pouvait trouver avec la tablette. Donc ça veut dire qu'à certains moments, il y a des enfants qui sont détectés, fragiles en tout cas en recherche visuelle, et qui sont plus ou moins performants en lecture. Alors pour le moment, c'est un test de dépistage qui montre une corrélation, mais qui n'est pas assez solide au niveau statistique, donc il va falloir continuer. Mais en tout cas, on a des moyens pour détecter si un enfant a une, on va dire, fragilité visio-attentionnelle susceptible après de provoquer des difficultés en lecture. Donc on est vraiment sur cette idée qu'il faut observer les enfants très jeunes, avec des outils simples pour essayer de bien comprendre toutes les capacités cognitives qu'on doit utiliser pour ensuite développer une lecture efficace, rapide, immédiate. Et on dit finalement qu'à la fin, on a une lecture automatisée parce que le cerveau lit tout seul. Au final, la lecture, c'est un acte irrépressible. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'empêcher de lire. Sauf que justement, on voit bien qu'à l'université, on a des étudiants empêchés.
hein. Et ils n'ont pas la possibilité d'avoir cette lecture fluide et automatique dans tout ce qui concerne les apprentissages, les études, et après même dans l'exercice de la vie professionnelle. On a sans arrêt besoin de lire ou d'écrire dans les activités sociales. Un autre projet de recherche qui me tient beaucoup à cœur, c'est de mieux comprendre la production d'écrits par les étudiants dyslexiques. Et pas seulement la lecture, parce que dans les plaintes des étudiants, on retrouve aussi cette question de la difficulté à écrire des textes, et souvent en temps limité. Alors, en collaboration avec Audrey Mazure et Mathieu Quignard, du laboratoire ICAR, nous avons analysé les erreurs produites par des étudiants dyslexiques et dysorthographiques dans des textes. Et à la suite de cette étude, on a développé un outil qui s'appelle Analydis et qui est actuellement développé pour les orthophonistes. Alors, l'idée, c'est de mieux décrire les erreurs qui sont commises sur des mots par les étudiants en observant les propriétés lexicales des mots. Est-ce que les erreurs ont plutôt lieu sur des mots longs ou sur des mots courts, sur des mots fréquents ou sur des mots rares, ou sur des mots réguliers ou plus complexes et irréguliers? Avec cette application, donc Analydis, on va pouvoir travailler sur un répertoire de mots personnalisé et on pourra suivre la progression d'un étudiant dyslexique avec son capital verbal au fur et à mesure que l'on pourra rentrer des textes dans cette application. C'est une manière d'aider concrètement un étudiant qui pourra tout à fait rentrer dans des textes produits, pourquoi pas dans un cours de sciences naturelles ou d'économie ou de psychologie. Vraiment, les expérimentateurs et les personnes qui sont sur le terrain sont les bienvenus dans ce projet qui s'appelle Analydis et que l'on peut trouver sur le site du laboratoire ICAR. Un MOOC transdisciplinaire qui s'intitule « Étudiants dans mon amphi » a vu le jour en 2019 sur la plateforme FunMOOC. Il a été mis en place par le service d'une de l'ENS et le laboratoire ICAR, avec une coordination du projet par Audrey Mazure. Et pour cette année 2025, c'était la 7e session. 6 séquences ont été diffusées sur 6 thèmes. Alors des thèmes très, très concrets par rapport aux étudiants. Comment on conçoit la problématique de la dyslexie à l'université en tant que trouble du neurodéveloppement. On a aussi revu les moyens pour caractériser la dyslexie. On s'est arrêté aussi sur l'intervention orthophonique. Et il y a des témoignages sur les ressentis des étudiants et des propositions d'accompagnement sur le plan universitaire dans le supérieur, avec une dernière partie sur le parcours de vie et le fait que ce trouble perdure et que les accompagnements ont besoin d'évoluer avec les besoins des jeunes. Alors, ce MOOC a été suivi cette année par 5000 personnes, 5000 inscriptions, avec des retours très positifs sur les forums, alors sur à peu près trois niveaux. Déjà, la connaissance de la dyslexie, les outils, et les aides possibles, les dispositifs, les moyens à mettre en place sur le terrain avec les étudiants. Il y a de plus en plus d'étudiants qui arrivent à l'université. Donc ça veut dire que ces étudiants, malgré les troubles, mettent en place des stratégies pour apprendre. Il faut vraiment montrer que on a des facteurs de risque qui sont, j'allais dire, neurobiologiques. Si on a une dyslexie, si on a un trouble de déficit de l'attention, si on a un trouble de développement du langage, c'est parce qu'on est, j'allais dire, fait comme cela. On a un fonctionnement cérébral qui ne nous permet pas d'automatiser certaines fonctions. Mais en revanche, on va dire que tout un chacun se débrouille avec ses capacités et qu'on sait très bien que le développement intellectuel est préservé et que
à côté de ces déficits, on a des points d'appui, on a vraiment ce qu'on appelle des facteurs protecteurs. Et je pense que cette dimension-là doit être tout à fait mise en avant, notamment à l'université, parce qu'on a beaucoup plus de chances d'aller dans les études supérieures si, par exemple, on a un bon langage oral. Si, par exemple, on a une bonne exposition à l'écrit. Si, par exemple, on peut avoir des capacités d'attention. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on n'est pas qu'une personne 10, on a tout un pan de son cognitif qui va se développer avec des stratégies, et on a aussi tout un comportement, on parle beaucoup du terme de résilience, parce qu'on va se construire, j'allais dire, dans l'adversité. Donc, à l'heure actuelle, on est vraiment sur cette inclusion qui va permettre justement d'aller sur toutes les stratégies mises en place par les étudiants parce qu'ils sont absolument étonnants pour rebondir et pour trouver des alternatives absolument efficaces. Pour un étudiant 10, finalement, on est sur un profil d'apprenant complexe. Ces étudiants doivent développer une introspection et une conscience de soi. C'est-à-dire qu'on peut faire l'hypothèse qu'un enfant tout venant ne se pose pas trop de questions sur la manière dont il apprend. Il va faire confiance à ses enseignants pour apprendre à lire, il va recevoir ce que dit l'enseignant et petit à petit, il va apprendre à lire. Par contre, un enfant qui a une dyslexie, il peut faire confiance à l'enseignant, mais pour lui, ça ne fonctionnera pas. Donc, on est vraiment sur cette maturité que vont avoir ces enfants-là, parce qu'ils vont développer une conscience de soi, de ce qui fonctionne et de ce qui ne fonctionne pas. Et donc, il y a un certain nombre de prédicteurs de réussite, comme développer la conscience de soi, c'est-à-dire prendre du temps sur « alors là, j'ai pas pu finir mon devoir, mais qu'est-ce qui m'a manqué et comment je dois m'y prendre pour terminer ce que l'enseignant m'a demandé ?» Il y a aussi quelque part ce qu'on appelle la proactivité, c'est-à-dire qu'il va falloir avoir une grande dose d'énergie, d'avoir une force de conviction pour rebondir malgré la mauvaise note, l'échec, etc. Donc là, on a vraiment cette idée de proactivité. On a aussi des qualités de persévérance et ce besoin d'avancer dans l'adversité. Il y a aussi quelque chose qui joue sur le plan des émotions. Parce qu'on peut se dire que se rendre compte qu'on est en échec, ça peut déstabiliser. Donc, il y a vraiment un travail à faire sur la gestion du stress avant une évaluation. Se dire il va falloir que je prenne mon temps parce que c'est vrai que si je vais trop vite, ça ne pourra que m'apporter des obstacles supplémentaires. Je pense aussi qu'il faut vraiment se donner des objectifs et pas vouloir être dans la réussite à tout prix et avoir aussi des moyens pour trouver des aides constructives, mais en s'entourant soit avec des pairs qui auront les mêmes soucis ou alors des étudiants qui vont être des relais ou des enseignants à qui on va pouvoir expliquer les aléas qu'on rencontre. Et tous ces prédicteurs de réussite, ils sont vraiment documentés dans la littérature. En tout cas, cette idée de maturité et de confiance en soi doit être travaillée pour ne pas se laisser envahir par des résultats qui ne sont pas à la hauteur. Et ce qui est très dommageable, c'est que ça peut commencer très très tôt chez un enfant et que l'enfant doit réussir pour apprendre parce que c'est ça qui lui permettra de réussir dans la vie. Agnès souligne l'importance du dépistage précoce de la dyslexie avec des outils simples dès la maternelle. Elle met en avant la diversité des profils et la nécessité d'un accompagnement individualisé. Ses recherches valorisent les forces des personnes étudiantes porteuses de dyslexie, adaptation, conscience de soi et résilience. Vous écoutez Podcast 10, la série qui éclaire les troubles 10 et l'ensemble des TND à l'université. Dans le prochain épisode, retrouvez Éloi, qui nous raconte comment son trouble de la dyslexie impacte ses études. Comment il gère sa différence dans cette première année de médecine charnière marquée par un esprit de concours.